Même sur un banc d'accusés, il est toujours intéressant d'entendre parler de soi. Pendant les plaidoiries, du procureur et de mon avocat, je peux dire qu'on a beaucoup parlé de moi, et peut-être plus de moi que de mon crime. Était-elle si différente d'ailleurs, ces plaidoiries? L'avocat levait les bras et plaidait coupable, mais avec excuse. Le procureur tendait ses mains et dénonçait la culpabilité, mais sans excuse. Une chose pourtant me gênait vaguement. Malgré mes préoccupations, j'étais parfois tenté d'intervenir, et mon avocat me disait alors « Taisez-vous, cela vaut mieux pour votre affaire ». En quelque sorte, on avait l'air de traiter cette affaire en dehors de moi. Tout se déroulait sans mon intervention. Mon sort se réglait sans qu'on prenne mon avis. De temps en temps, j'avais envie d'interrompre tout le monde et de dire « mais tout de même, qui est l'accusé? C'est important d'être l'accusé. » Et j'ai quelque chose à dire. Mes réflexions faites, je n'avais rien à dire. D'ailleurs, je dois reconnaître que l'intérêt qu'on trouve à occuper les gens ne dure pas longtemps. Par exemple, la plaidoirie du procureur m'a très vite lassé. Ce sont seulement des fragments, des gestes ou des tirades entières, mais détachées de l'ensemble qui m'ont frappé ou ont éveillé mon intérêt. Le fond de sa pensée, si j'ai bien compris, c'est que j'avais prémédité mon crime. Oh là là. Du moins, il a essayé de le démontrer. Comme il le disait lui-même, j'en ferai la preuve, messieurs, et je la ferai doublement. Sous l'aveuglante clarté des faits d'abord, et ensuite dans l'éclairage sombre que me fournira la psychologie de cette âme criminelle. Il a résumé les faits à partir de la mort de maman. Il a rappelé mon insensibilité, l'ignorance où j'étais de l'âge de maman, mon bain du lendemain avec une femme, le cinéma, Fernandel et enfin la rentrée avec Marie. J'ai mis du temps à le comprendre, à ce moment, parce qu'il disait sa maîtresse, et pour moi, elle était Marie. Ensuite, il en est venu à l'histoire de Raymond. J'ai trouvé que sa façon de voir les événements ne manquait pas de clarté. Ce qu'il disait était plausible. J'avais écrit la lettre d'accord avec Raymond pour attirer sa maîtresse et la livrer au mauvais traitement d'un homme, de moralité douteuse. J'avais provoqué sur la plage les adversaires de Raymond. Celui-ci avait été blessé. Je lui avais demandé son revolver. J'étais revenu seul pour m'en servir. J'avais abattu l'arabe comme je le projetais. J'avais attendu. Et pour être sûr que la besogne était bien faite. J'avais tiré encore 4 balles, posément, à coup sûr, d'une façon réfléchie en quelque sorte. Et voilà, messieurs, a dit l'avocat général, j'ai retracé devant vous le fil d'événements qui a conduit cet homme à tuer en pleine connaissance de cause. J'insiste là-dessus, a-t-il dit, car il ne s'agit pas d'un assassinat ordinaire, d'un acte irréfléchi que vous pourriez estimer atténué par les circonstances. Cet homme, messieurs, cet homme est intelligent. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Il sait répondre. Il connaît la valeur des mots. Et l'on ne peut pas dire qu'il a agi sans se rendre compte de ce qu'il faisait. Moi, j'écoutais et j'entendais qu'on me jugeait intelligent. Mais je ne comprenais pas bien comment les qualités d'un homme ordinaire pouvaient devenir des charges écrasantes contre un coupable. Du moins, c'était cela qui me frappait et je n'ai plus écouté le procureur jusqu'au moment où je l'ai entendu dire « A-t-il seulement exprimé des regrets ?»« Jamais, monsieur. Pas une seule fois au cours de l'instruction, cet homme n'a paru ému de son abominable forfait. À ce moment, il s'est tourné vers moi et m'a désigné du doigt en continuant à m'accabler sans qu'en réalité je comprenne bien pourquoi. Sans doute, je ne pouvais pas m'empêcher de reconnaître qu'il avait raison. Je ne regrettais pas beaucoup mon acte, mais tant d'acharnement m'étonnait. J'aurais voulu essayer de lui expliquer cordialement, presque avec affection,
que je n'avais jamais pu regretter vraiment quelque chose. J'étais toujours pris par ce qui allait arriver, par aujourd'hui ou par demain. Mais naturellement, dans l'état où l'on m'avait mis, je ne pouvais pas parler à personne sur ce ton. Je n'avais pas le droit de me montrer affectueux, d'avoir de la bonne volonté. Et j'ai essayé d'écouter encore parce que le procureur s'est mis à parler de mon âme. De mon âme. Il disait qu'il s'était penché sur elle et qu'il n'avait rien trouvé. Messieurs les jurés. Il disait qu'à la vérité, je n'en avais point d'âme et que rien d'humain et pas un des principes moraux qui gardent le cœur des hommes ne m'était accessible. Sans doute, ajoutait-il, nous ne saurions le lui reprocher. Ce qu'il ne saurait acquérir, nous ne pouvons nous plaindre qu'il en manque. Mais quand il s'agit de cette cour, la vertu toute négative de la tolérance doit se mouer en celle, moins facile mais plus élevée, de la justice. Surtout lorsque le vide du cœur, tel qu'on le découvre chez cet homme, devient un gouffre où la société peut succomber. Succumb in English. C'est alors qu'il a parlé de mon attitude envers maman. Il a répété ce qu'il avait dit pendant les débats. Mais il a été beaucoup plus long que lorsqu'il parlait de mon crime. Si long même que finalement je n'ai plus senti que la chaleur de cette matinée. Jusqu'au moment où l'avocat général s'est arrêté après un moment de silence, a repris d'une voix très basse et très pénétrée. Cette même cour, messieurs, va juger demain le plus abominable des forfaits, le meurtre d'un père. Selon lui, l'imagination reculait devant cet atroce attentat. Il osait espérer que la justice des hommes punirait sans faiblesse, mais il ne craignait pas de le dire. L'horreur que lui inspirait ce crime le cédait presque à celle qu'il ressentait devant mon insensibilité. Toujours selon lui, un homme qui tuait moralement sa mère serait retranché de la société des hommes au même titre que celui qui portait une main meurtrière sur le tort de ses jours. Dans tous les cas, le premier préparait les actes du second. Il les annonçait en quelque sorte et il les légitimait. Et il les légitimait. J'en suis persuadé, messieurs, a-t-il ajouté en élevant la voix. Vous ne trouverez pas ma pensée trop audacieuse si je dis que l'homme qui est assis sur ce banc est coupable aussi de meurtre que cette cour devra juger demain. Il doit être puni en conséquence. Ici, le procureur a essuyé son visage brillant de sueur. Il a dit enfin que son devoir était douloureux, mais qu'il l'accomplirait fermement. Il a déclaré que je n'avais rien à faire avec une société dont je méconnaissais les règles les plus essentielles et que je ne pouvais pas en appeler à ce cœur humain dont j'ignorais les réactions élémentaires. Vous voyez les phrases de maître Albert Camus, c'est connecté, c'est ça possède une mélodie, c'est pas juste une phrase simple, c'est connecté. Il y a 2 ou 3 phrases qui sont connectées. Par exemple, il a déclaré que je n'avais rien à faire avec une société dont connexion, je méconnaissais les règles les plus essentielles et que je ne pouvais pas en appeler à ce corps humain dont encore j'ignorais les réactions élémentaires. 5 phrases connectées. Je vous demande la tête de cet homme, a-t-il dit, et c'est le cœur léger que je vous la demande. Car il m'est arrivé au cours de ma déjà longue carrière de réclamer des peines capitales, jamais autant qu'aujourd'hui. Je n'ai senti ce pénible devoir compenser, balancer, éclairé par la conscience d'un commandement impérieux et sacré par l'horreur que je ressens devant un visage d'homme où je ne lis rien que de monstrueux. C'est O, je crois. Monstrueux, c'est pas monstrueux. Peut-être c'est monstrueux, je sais pas. Je dois vérifier. Monstrueuse, non c'est pas monstrueuse, c'est monstrueuse, alors c'est monstrueux, voilà. UE,
U-O. On prononce U et après ça, O, ou c'est O. Quand le procureur s'est rassis, il y a eu un moment de silence assez long. Moi, j'étais étourdi de chaleur et d'étonnement. Le président a toussé un peu sur un ton très bas. Il m'a demandé si je n'avais rien à ajouter. Je me suis levé et comme j'avais envie de parler, j'ai dit, un peu au hasard d'ailleurs, que je n'avais pas eu l'intention de tuer l'arabe. Le président a répondu que c'était une affirmation, que jusqu'ici, il saisissait mal mon système de défense et qu'il serait heureux, avant d'entendre mon avocat, de me faire préciser les motifs qui avaient inspiré mon acte. J'ai dit rapidement, en mêlant un peu les mots, en me rendant compte de mon ridicule, que c'était à cause du soleil. Il y a eu des rires dans la salle. Mon avocat haussait les épaules et tout de suite après, on lui a donné la parole. Mais il a déclaré qu'il était tard, qu'il en avait pour plusieurs heures, et qu'il demandait le renvoi à l'après-midi. La cour y a consenti. L'après-midi, les grands ventilateurs brassaient toujours l'air épais de la salle et les petits éventails multicolores des jurés s'agitaient tout dans le même sens. La plaidoirie de mon avocat me semblait ne devoir jamais finir. À un moment donné, cependant, je l'ai écouté parce qu'il disait « Il est vrai que j'ai tué ». Puis il a continué sur ce ton, disant « je » chaque fois qu'il parlait de moi. J'étais très étonné. Je me suis penché vers un gendarme et je lui demandais pourquoi. Il m'a dit de me taire et après un moment, il a ajouté « Tous les avocats font ça ». Moi, je pensais que c'était m'écarter encore de l'affaire, me réduire à zéro et en un certain sens, se substituer à moi. Mais je crois que j'étais déjà très loin de cette salle d'audience. D'ailleurs, mon avocat m'a semblé ridicule. Il a plaidé la provocation très rapidement et puis il lui a aussi parlé de mon âme. Mais il m'a paru qu'il avait beaucoup moins de talent que le procureur. Moi aussi, a-t-il dit, je me suis penché sur cette âme. Mais contrairement à l'éminent représentant du ministère public, j'ai trouvé quelque chose et je puis dire que j'y ai lu à livre ouvert. Il y avait lu que j'étais un honnête homme. Un honnête homme. Pourquoi pas un homme honnête? Un honnête homme. Je dois apprendre plus d'adjectifs, de classes adjectives dans un devant et derrière un mot. Un travailleur régulier, infatigable, fidèle à la maison qu'il employait, aimé de tous et compatissant aux misères d'autrui. Pour lui, j'étais un fils modèle qui avait soutenu sa mère aussi longtemps qu'il avait pu. Finalement, j'avais espéré qu'une maison de retraite donnerait à la vieille femme le confort que mes moyens ne me permettaient pas de lui procurer. Finalement, j'avais espéré qu'une maison de retraite donnerait à la vieille femme le confort que mes moyens ne me permettaient pas de lui procurer. Je m'étonne, monsieur, a-t-il ajouté, qu'on ait monnaie si grand bruit autour de cet asile. Car enfin, s'il fallait donner une preuve de l'utilité et de la grandeur de cette institution, il faudrait bien dire que c'est l'État lui-même qui les subventionne. Seulement, il n'a pas parlé de l'enterrement, et j'ai senti que cela manquait dans sa plaidoirie. Mais à cause de toutes ces longues phrases, de toutes ces journées, ces heures interminables, pendant lesquelles on avait parlé de mon âme, esprit. C'est pas exactement esprit. Âme, c'est métaphysique. Voilà. C'est dans le domaine de métaphysique. C'est l'âme. Voilà. L'âme, fantôme, aussi esprit, mais c'est différent. L'âme avec fantôme, avec esprit. L'âme, soul, in English. J'ai eu l'impression que tout devenait comme un couleur où je trouvais le vertige. Ça finit avec E, mais c'est exception, c'est masculin. Le vertige, la vertige. Difficile. Le vertige. À la fin, je me souviens seulement que de la rue, à travers tout l'espace des salles et des prétoires, pendant que mon avocat continuait à parler, la trompette d'un marchand de glace a résonné jusqu'à moi. J'ai été assailli des souvenirs d'une vie qui ne m'appartenait plus.
film de Paris Je t'aime, ensemble de courts-métrages. Il y a un court-métrage qui s'appelle Place de Bastille. Et dans Place de Bastille, c'est l'histoire d'un homme et une femme. Cet homme, au début de ce court-métrage, dit « Oubliez une vie qui ne me pardonnait plus ». Il est italien, franco-italien, francophone italien. C'est un chef-d'œuvre de court-métrage, réalisé par Isabelle Croisset de l'Espagne, avec une musique formidable. J'étais assailli de souvenirs d'une vie qui ne m'appartenait plus, mais où j'avais trouvé les plus pauvres, les plus tenaces de mes joies. Les odeurs d'été, le quartier que j'aimais. Oh, je ne peux pas dire. Merde. Le quartier que j'aimais, un certain ciel du soir, le rire et les robes de Marie, tout ce que je faisais d'inutile en ce lieu m'est alors remonté à la gorge, et je n'ai eu qu'une hâte, c'est qu'on en finisse et que je retrouve ma cellule avec le sommeil. C'est à peine si j'ai entendu mon avocat s'écrier pour finir que le juré ne voudrait pas envoyer à la mort un travailleur honnête perdu par une minute d'égarement et demander les circonstances atténuantes pour un crime dont je traînais déjà comme le plus sûr de mes châtiments, le remords éternel. Égarement, égaré, c'est-à-dire se perdre, tout ça quoi. Égaré, c'est classe. La cour a suspendu l'audience et l'avocat s'est assis d'un air épuisé. Mais ses collègues sont venus vers lui pour lui serrer la main. « J'ai entendu, magnifique mon cher !» L'un d'eux m'a même pris à témoin. « Hein ?» m'a-t-il dit. J'ai acquissé, comment on va dire, A-C-Q-U-I-E-S-C-E, accent aigu. Acquissé, mais mon compliment n'était pas sincère, parce que j'étais trop fatigué. Pourtant, l'heure déclinait, 17 minutes. Pourtant, l'heure déclinait, odeur et la chaleur étaient moins fortes. Aux quelques bruits de rue que j'entendais, je devinais la douceur du soir. Nous étions là, tous, à attendre. Et ce qu'ensemble nous attendions ne concernait que moi. J'ai encore regardé la salle. Tout était dans le même état que le premier jour. J'ai rencontré le regard du journaliste à la veste grise et de la femme automate. Cela m'a donné à penser que je n'avais pas cherché Marie de regard pendant tout le procès. Je ne l'avais pas oublié, mais j'avais trop à faire. Je l'ai vu entre Céleste et Raymond. Marie. Elle m'a fait un petit signe comme si elle disait « Enfin !» Et j'ai vu son visage un peu anxieux qui souriait. Formidable. Mais je sentais mon corps fermé et je n'ai même pas pu répondre à son sourire. La cour est revenue très vite. On a lu au juré une série de questions. J'ai entendu coupable de meurtre, préméditation, circonstances atténuantes. Les jurés sont sortis et l'on m'a emmené dans la petite pièce où j'avais déjà attendu. Mon avocat est venu me rejoindre. Il était très volubile. Elle m'a parlé avec plus de confiance et de cordialité qu'il ne l'avait jamais fait. Il pensait que tout irait bien et que je m'en tirerais avec quelques années de prison ou de bagne. Je lui ai demandé s'il y avait des chances de cassation en cas de jugement défavorable. Il m'a dit que non. Cassation, c'est-à-dire, je crois, rappel, qu'on va dire, rattrapage, qu'on va dire, non, c'est dans l'examen rattrapage. C'est-à-dire, faire un appel, c'est-à-dire, qu'on va dire, changer d'avis, demander du juge de changer d'avis, voilà, c'est ça. On appelle au cours, voilà, quelque chose comme ça, appel de changer d'avis, voilà, j'ai oublié le mot. En anglais, c'est appeal. Sa tactique avait été de ne pas déposer de conclusion pour ne pas indisposer le jury. Il m'a expliqué qu'on ne cassait pas un jugement comme cela pour rien. Cela m'a paru évident et je me suis rendu à ses raisons. À considérer froidement la chose, c'était tout à fait naturel. Dans le cas contraire, il y aurait trop de paperasse inutile.
il y aurait trop de paperasse inutile. De toute façon, m'a dit mon avocat, il y a le pourvoi. Mais je suis persuadé que l'issue sera favorable. Nous avons attendu très longtemps, près de 3/4 d'heure, je crois. Au bout de ce temps, une sonnerie a retenti. Mon avocat m'a quitté en disant « Le président du jury va lire les réponses. On ne vous fera entrer que pour l'annonce du jugement. » Les portes ont claqué. Des gens couraient dans des escaliers dont je ne savais pas s'ils étaient proches ou éloignés. Je pense à Marie, à Marie de ce caractère. Je ne connais pas beaucoup de Marie dans ma vie privée. Oui, il avait un mari et il avait un mari. Laisse tomber. Puis j'ai entendu une voix sourde dire quelque chose dans la salle. Quand la sonnerie encore retentit, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est montré vers moi. Le silence est cette singulière sensation que j'ai eue. O-U-E. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Voilà, c'est pas assez simple peut-être. Lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste avait détourné ses yeux. Je n'ai pas regardé du côté de Marie. Je n'en ai pas eu le temps parce que le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français. Il m'a semblé alors reconnaître le sentiment que je lisais sur tous les visages. Je crois bien que c'était de la considération. Les gendarmes étaient très doux avec moi. L'avocat a posé sa main sur mon poignet. Je ne pensais plus à rien. Mais le président m'a demandé si je n'avais rien à ajouter. J'ai réfléchi, j'ai dit non. C'est alors qu'on m'a emmené. Dernière partie. Cinquième partie. Voilà. Pour la troisième fois, j'ai refusé de recevoir l'aumônière. Je n'ai rien à lui dire. Je n'ai pas envie de parler. Je le verrai bien à cette heure. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est d'échapper à la mécanique, de savoir si l'inévitable peut avoir une issue. On m'a changé de cellule. De celle-ci, lorsque je suis allongé, je vois le ciel et je ne vois que lui. Toutes mes journées se passent à regarder sur son visage le déclin de couleurs qui conduit le jour à la nuit. Couché, je passe les mains sous ma tête et j'attends. Je ne sais combien de fois je me suis demandé s'il y avait des exemples de condamnés à mort qui osent échapper. Qui osent, O-U-S-E-N-T, osent échapper au mécanisme implacable. Disparu avant l'exécution, rompu les cordons d'agent. Je me reprochais alors de n'avoir pas prêté assez d'attention au récit d'exécution. Ironique. Pas ironique, mais c'est un peu marrant. Voilà. On devrait toujours s'intéresser à ces questions. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme tout le monde, j'avais lu des comptes rendus dans les journaux. Mais il y avait certainement des ouvrages spéciaux que je n'avais jamais eu la curiosité de consulter. Là, peut-être, j'aurais trouvé des récits d'évasion. J'aurais appris que dans un cas, au moins, la roue s'était arrêtée. Que dans cette préméditation irrésistible, le hasard et la chance, une fois seulement, avaient changé quelque chose. Une fois. Dans un sens. Je crois que cela m'aurait suffi. Mon cœur aurait fait le reste. Les journaux parlaient souvent d'une dette qui était due à la société. Il fallait selon eux, la payer. Mais cela ne part pas à l'imagination. Ce qui comptait, c'était une possibilité d'évasion. Un saut hors du rite implacable. Une course à la folie qui offrit toutes les chances de l'espoir. Naturellement, l'espoir, c'était d'être abattu au coin d'une rue, en pleine course et d'une balle à la volée. Mais tout bien considéré, rien ne me permettait ce luxe. Tout m'en l'interdisait. La mécanique m'en reprenait. Reprenez. Malgré ma bonne volonté, je ne pouvais pas accepter cette certitude insolente. Car enfin, il y avait une disproportion ridicule entre le jugement qu'il avait fondé et son déroulement imperturbable. Qu'il avait fondé son déroulement imperturbable à partir du moment où ce jugement avait été prononcé.
Le fait que la sentence avait été lue à 20 heures plutôt qu'à 17 heures, le fait qu'elle aurait pu être tout autre, qu'elle avait été prise par des hommes qui changent de linge, qu'elle avait été portée au crédit d'une notion aussi imprécise que le peuple français ou allemand ou chinois, il me semblait bien que tout cela enlevait beaucoup de sérieux à une telle décision. Pourtant, j'étais obligé de reconnaître que dès la seconde où elle avait été prise, ses effets devenaient aussi certains, aussi sérieux que la présence de ce mur tout le long duquel j'écrasais mon corps. Je me suis souvenu dans un moment d'une histoire que maman me racontait à propos de mon père. Je ne l'avais pas connu. Tout ce que je connaissais de précis sur cet homme, c'était peut-être ce qu'on m'en disait alors maman. Il était allé voir exécuter un assassin. Il était malade à l'idée d'y aller. Il l'avait fait cependant et au retour, il avait vomi une partie de la matinée. Mon père me dégoûtait un peu alors. Maintenant, je comprenais, c'était si naturel. Comment n'avais-je pas vu que rien n'était plus important qu'une exécution capitale et qu'en somme, c'était la seule chose vraiment intéressante pour un homme? Si jamais je sortais de cette prison, j'irais voir toutes les exécutions à capitale. J'avais tort, je crois, de penser à cette possibilité, car à l'idée de me voir libre par un petit matin derrière un cordon d'agents, de l'autre côté en quelque sorte, à l'idée d'être le spectateur qui vient voir et qui pourra vomir après, un flot de joie empoisonné me montait au cœur, mais ce n'était pas raisonnable. J'avais tort de me laisser aller à ces suppositions parce que l'instant d'après, j'avais si affreusement froid que je me récroquevillais, je sais pas, récro c'est récro, quevier c'est Q-U-E-V-I-L-L-A-I-S, récroquevillais sous ma couverture. Je claquais des dents sans pouvoir me retenir. Des mots très avancés, trop avancés. Trop avancé. Mais naturellement, on ne peut pas être toujours raisonnable. D'autres fois, par exemple, je faisais des projets de loi. Je réformais les pénalités. J'avais remarqué que l'essentiel était de donner une chance aux condamnés. Une seule sur 1000. Cela suffisait pour arranger bien les choses. Ainsi, il me semblait qu'on pouvait trouver une combinaison chimique dont l'absorption tuerait le patient. Je pensais le patient. 9 fois sur 10. L'absorption tuerait le patient 9 fois sur 10. Lui le saurait, c'était la condition. Car en réfléchissant bien, en considérant les choses avec calme, je constatais que ce qui était défectueux avec le couperet, c'est qu'il n'y avait aucune chance, absolument aucune. Une fois pour toutes, ensemble, la mort du patient avait été décidée. C'était une affaire classée, une combinaison bien arrêtée, un accord entendu et sur lequel il n'était pas question de revenir. Si le coup ratait par extraordinaire, on recommençait. Par suite, ce qu'il y avait d'ennuyeux, c'est qu'il fallait que le condamné souhaitât le bon fonctionnement de la machine. Je dis que c'est encore. Si le coup ratait par extraordinaire, on recommençait. Par suite, ce qu'il y avait d'ennuyeux, c'est qu'il fallait que le condamné souhaitât le bon fonctionnement de la machine. Je dis que c'est le côté défectueux. Cela est vrai. Dans un sens. Mais dans un autre sens, j'étais obligé de reconnaître que tout le secret d'une bonne organisation était là. En somme, le condamné était obligé de collaborer moralement. C'était son intérêt que tout marchât son acros. C'est A-W-C-R-O-C. Il n'y a pas accent circonflexe. Il n'y a pas accent cédille sur C. Acroc, c'est pas acroc, c'est acros, je crois. Comme atroce, acros. Acroc peut-être, je ne sais pas. A-C-C-R-O-C. J'étais obligé de constater aussi que jusqu'ici, j'avais eu sur ces questions des idées qui n'étaient pas justes. J'ai cru longtemps, et je ne sais pas pourquoi, que pour aller à la guillotine,
il fallait monter sur un échafaud, gravir des marches. Je crois que c'était à cause de la révolution de 1789, je veux dire à cause de tout ce qu'on m'avait appris ou fait voir sur ces questions. Mais un matin, je me suis souvenu d'une photographie publiée par le journal à l'occasion d'une exécution retentissante. En réalité, la machine était posée à même le sol, le plus simplement du monde. Elle était beaucoup plus étroite que je ne le pensais. C'était assez drôle que je ne m'en fusse pas avisé plus tôt. Cette machine sur le cliché m'avait frappé par son aspect d'ouvrage de précision fini et étincelant. On se fait toujours des idées exagérées de ce qu'on ne connaît pas. Je devais constater, au contraire, que tout était simple. La machine est au même niveau que l'homme qui marche vers elle. Il la rejoint comme on marche à la rencontre d'une personne. Cela aussi était ennuyeux. La montée vers l'échafaud, l'ascension en plein ciel, l'imagination pouvait s'y raccrocher. Il a utilisé, Albert Camus, le mot ennuyeux à travers ce livre peut-être 7 fois. Tandis que, là encore, la mécanique écrasait tout. On était tués discrètes. Tandis que là encore, la mécanique écrasait tout. On était tués discrètement, avec un peu de honte et beaucoup de précision. Il y avait aussi 2 choses à quoi je réfléchissais tout le temps. L'aube et mon pouvoir. Je me raisonnais cependant et j'essayais de n'y plus penser. Je m'étendais, je regardais le ciel. Je m'efforçais de m'y intéresser. Il devenait vert. C'était le soir. Je faisais encore un effort pour détourner le cours de mes pensées. J'écoutais mon corps. Je pouvais imaginer que ce bruit qui m'accompagnait depuis si longtemps put jamais cesser. Je n'ai jamais eu de véritable imagination. J'essayais pourtant de me représenter une certaine seconde où le battement de ce corps ne se prolongerait plus dans ma tête. Mais en vain. L'aube où mon pouvoir était là. Je finissais par me dire que le plus raisonnable était de ne pas me contraindre. C'est à l'aube qu'il venait, je le savais. En somme, j'ai occupé mes nuits à attendre cette aube. Je n'ai jamais aimé être surpris. Quand il m'arrive quelque chose, je préfère être là. C'est pourquoi j'ai fini par ne plus dormir qu'un peu dans mes journées et tout le long de mes nuits. J'ai attendu patiemment que la lumière naisse sur la vitre du ciel. J'ai attendu patiemment que la lumière naisse sur la vitre du ciel. Le plus difficile, c'était l'heure luteuse où je savais qu'il opérait d'habitude. Passé minuit, j'attendais, je guettais. Guetter existe dans nos paroles de chansons chef-d'œuvre de Voyez con Dios, groupe jazz pop belge, francophone, dans une chanson de Elle écrit aux éclats. To get, voilà. Je ne comprends pas c'est-à-dire quoi, mais c'est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête, voilà. Verbe auxiliaire être, passé composé. Jamais mon oreille n'avait perçu tant de bruit, distingué de sons si ténus. Je peux dire d'ailleurs que d'une certaine façon, j'ai eu de la chance pendant toute cette période, puisque je n'ai jamais entendu de pas. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Je l'approuvais dans ma prison, quand le ciel se colorait et qu'un nouveau jour glissait dans ma cellule. Parce qu'aussi bien, j'aurais pu entendre des pas et mon corps aurait pu éclater. Même si le moindre glissement me jetait à la porte, même si l'oreille collait au bois, j'attendais éperdument jusqu'à ce que j'entende ma propre respiration, effrayé de la trouver c'est impossible ça, R-A-U-Q-U-E, recul,
roc. C'est comme bloc. B-L-O-Q-U-E. Roqueux, non, roqueux c'est roc, voilà. R-A-U-Q-U-E. Et si pareil au râle d'un chien, au bout du compte, mon corps n'éclatait pas, et j'avais encore gagné 24 heures. Pendant tout le jour, il y avait mon pourvoir. Je crois que j'ai tiré le meilleur parti de cette idée. Je calculais mes effets et j'obtenais de mes réflexions le meilleur rendement. Je prenais toujours la plus mauvaise supposition. Mon pourvoi était rejeté. Eh bien, je mourrais donc. Plutôt que d'autres, c'était évident. Mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Dans le fond, je n'ignorais pas que mourir à 30 ans ou à 70 ans importe peu, puisque, naturellement, dans les deux cas, d'autres hommes et d'autres femmes vivront, et cela pendant des milliers d'années. Encore, très important. Dans le fond, je n'ignorais pas que mourir à 30 ans ou à 70 ans importe peu, puisque, naturellement, dans les deux cas, d'autres hommes et d'autres femmes vivront, et cela pendant des milliers d'années. Rien n'était plus clair ensemble. C'était toujours moi qui mourais, que ce soit maintenant ou dans 20 ans. À ce moment, ce qui me gênait un peu dans mon raisonnement, c'était ce bond terrible que je sentais en moi à la pensée de 20 ans de vie à venir. Mais je n'avais qu'à l'étouffer en imaginant ce que seraient mes pensées dans 20 ans, quand il me faudrait quand même en venir là. Du moment qu'on meurt, comment et quand, cela n'importe pas, c'était évident. Donc, je devais accepter le rejet de mon pouvoir. Entre parenthèses, et le difficile, c'était de ne pas perdre de vue tout ce que ce donc représentait de raisonnement. Donc, je devais accepter le rejet de mon pouvoir. À ce moment seulement, j'avais pour ainsi dire le droit. Je me donnais en quelque sorte la permission d'aborder la deuxième hypothèse. J'étais crassier, encore l'ennuyeux. C'est qu'il fallait rendre moins fougueux cet élan du sang et du corps qui me piquait les yeux d'une joie insensée. Il fallait que je m'applique à réduire ce cri, à le raisonner. Il fallait que je sois naturel, même dans cette hypothèse, pour rendre plus plausible ma résignation dans la première. Quand j'avais réussi, j'avais gagné une heure de calme. Cela tout de même était à considérer. C'est un semblable moment que j'ai refusé une fois de plus de recevoir l'aumônier. J'étais étendu et doux. Je devinais l'approche du soir d'été en certaine blondeur du ciel. Je venais de rejeter mon pouvoir et je pouvais sentir les ondes de mon sang circuler régulièrement en moi. Je n'avais pas besoin de voir l'aumônier. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à Marie. Il y avait de longs jours qu'elle ne m'écrivait plus. Ce soir-là, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'elle s'était peut-être fatiguée d'être la maîtresse d'un condamné à mort. L'idée m'est venue aussi qu'elle était peut-être malade ou morte. C'était dans l'ordre des choses. Comment l'aurais-je su puisqu'en dehors de nos deux corps maintenant séparés, rien ne nous liait et ne nous rappelait l'un à l'autre. À partir de ce moment, d'ailleurs, le souvenir de Marie m'aurait été indifférent. À partir de ce moment, d'ailleurs, le souvenir de Marie m'aurait été indifférent. Morte, elle ne m'intéressait plus. Je trouverais cela normal, comme je comprenais très bien que les gens m'oublient après ma mort. Je trouvais cela normal, comme je comprenais très bien que les gens m'oublient après ma mort. Ils n'avaient plus rien à faire avec moi. Je ne pouvais même pas dire que cela était dur à penser. C'est à ce moment précis que l'aumônier est entré. Quand je l'ai vu, j'ai eu un petit tremblement. Il s'en est aperçu et m'a dit de ne pas avoir peur. Je lui ai dit qu'il venait d'habitude à un autre moment. Il m'a répondu que c'était une visite tout amicale qui n'avait rien à voir avec mon pouvoir dont il ne savait rien. Il s'est assis sur ma couchette et m'a invité à me mettre près de lui.
Je refusais, je lui trouvais tout de même un air très doux. Il est resté un moment assis, les avant-bras sur les genoux, la tête baissée, à regarder ses mains. Elles étaient fines et musclées. Elles me faisaient penser à deux bêtes agiles. Il les a frottées lentement l'une contre l'autre. Puis, il est resté ainsi, la tête toujours baissée, pendant si longtemps que j'ai eu l'impression, un instant, que je l'avais oublié. Mais il a relevé brusquement la tête et m'a regardé en face. « Pourquoi, m'a-t-il dit, refusez-vous mes visites ?» J'ai répondu que je ne croyais pas en Dieu. Il a voulu savoir si j'en étais bien sûr et j'ai dit que je n'avais pas à me le demander. Cela me paraissait une question sans importance. Il s'est alors renversé en arrière et s'est adossé au mur, les mains à plat sur les cuisses. Presque sans avoir l'air de me parler, il a observé qu'on se croyait sourd quelquefois et en réalité on ne l'était pas. Je ne disais rien, il m'a regardé et m'a interrogé. Qu'en pensez-vous? J'ai répondu que c'était possible. En tout cas, je n'étais peut-être pas sourd de ce qui m'intéressait réellement, mais j'étais tout à fait sourd de ce qui ne m'intéressait pas. Formidable! En tout cas, je n'étais pas peut-être pas sourd de ce qui m'intéressait réellement, mais j'étais tout à fait sourd de ce qui ne m'intéressait pas. Et justement, ce dont il me parlait ne m'intéressait pas. Ok, on finit maintenant. La dernière session, c'est dans 1 heure. Avec l'amour.